C'est lui. Le grand blond avec une chaussure noire. Prenez n'importe qui, un homme dans la foule, le plus anonyme possible. Celui que vous allez accueillir n'a aucune importance. François Perrin, un nom à la Francis Weber, premier violon excentrique et maladroit, et il va se retrouver pris en tenaille par les services secrets français tenus d'une main hautaine et cassante par le colonel Louis Toulouse, compromis dans une sale affaire de stupéfiants avec les États-Unis par son adjoint Bernard Milan, ambitieux comme jamais et qui veut prendre la place de Toulouse. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard? Oui, je l'ai appris par la presse. Je tombe des nues. Ce dernier va ourdir un plan peu commun, prendre un inconnu, un homme dans la foule, un piège à con comme il le dit, et ainsi faire croire à Milan qu'un super agent secret est là pour tout régler et enclencher ainsi une forte paranoïa dans le milieu des agents secrets. Ce que vous allez chercher demain matin à l'aéroport, mon petit Perrache. Un piège à con. C'est Perrache, l'homme de confiance de Toulouse, qui va choisir à l'aéroport d'Orly ce pauvre Perrin, un grand blond qui a deux chaussures de couleurs différentes suite à une blague de ses collègues. Le grand blond avec une chaussure noire est né. Milan tombe dans le piège et va espionner le pauvre Perrin jusqu'à aller tenter de le tuer, mais c'est sans compter sur François Perrin, excentrique donc et d'une maladresse quotidienne, et qui doit jouer avec son meilleur ami Maurice, sans que ce dernier se doute qu'à aucun moment qu'il est l'amant de sa femme Paulette. Paulette. Écoute, Paulette. Faut que je te parle, Paulette. Milan va alors engager Christine, superbe femme, pour séduire Perrin et lui soutirer ce qu'il sait. On est dans du pur Francis Weber, de l'humour à tiroir comme on l'aime. Un film dont l'idée de départ sera d'Yves Robert, un réalisateur, scénariste, acteur et producteur français qui signera de nombreux scénarios et deviendra aussi un réalisateur à succès comme signé Arsène Lupin, Alexandre le Bienheureux, la suite du Grand Blanc, le retour du Grand Blond, et les deux films excellents que sont Un éléphant ça trompe énormément et sa suite Nous irons tous au paradis, ainsi que deux adaptations d'après Marcel Pagnol, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Ce trafiquant, vous l'avez jamais vu? Jamais, monsieur. C'est un montage. Une fois, j'ai une plan comme ça assez loin, dans le Grand Blond, avec Pierre Richard et Carmé. Et puis, ils devaient parler de vélo, etc. Ils étaient en pied, pas grands dans l'image, comme ça. Allez, groupe-moi feignant. Allez, groupe-moi feignant, allez vite au boulot. Mais fais pas le con, Maurice. Et je dis, partez! Il y avait un taxi qui passait. Carmé, mon taxi, il est rentré chez lui. Alors je l'ai appelé. Il me dit, bah, tu m'as dit partez. Bon. Et depuis, je dis jouer. Plus partez. Cet homme devrait nous permettre d'élucider assez rapidement cette sale histoire américaine. Nom de Dieu. Un réalisateur qui est très apprécié et qui, le 10 mai 2002, meurt brutalement d'une hémorragie cérébrale. En tant que réalisateur, il laisse une œuvre importante caractérisée par l'humour, la joie de vivre, le sens de l'amitié et une insouciance des conventions sociales. À ses côtés, Francis Weber pour les dialogues et le scénario, un réalisateur, scénariste, producteur, dialoguiste, dramaturge et acteur français dont les succès ne se comptent même plus. Botrel. Pourquoi une chaussure noire? En plus de ce film, nous pouvons relever L'Emmerdeur, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Le Placard, Le Jouet, Le Dîner de Con, bien sûr, La Valise, mais aussi Peur sur la ville, Coup de tête et les deux premiers Cage aux folles. Rien de moins. Le film est inspiré par La Cinquième Corde, un récit autobiographique et pourtant rocambolesque du violoniste israélien Yigal Shamir, publié en 1971, et Yves Robert va aller se renseigner sur les manipulations de l'espionnage pour en savoir plus du comment on surveille les gens. C'est Jean-Loup Dabadi qui va conseiller à Robert d'engager Francis Weber. Oui, mais pourquoi un violoniste? Parce qu'il avait une chaussure noire. On va donc partir d'une vague idée à film d'espionnage parodique très réussi, 1h29 seulement sur une histoire complexe et à la narration tellement fluide que ce film devra encore être un exemple de cinématographie réussie où en peu de temps tous les enjeux sont expliqués et maîtrisés, mais où est donc ce putain de cinéma qui réussissait à mélanger les genres comme s'ils étaient d'une simplicité enfantine? Je ne sais pas, monsieur. Pourquoi il ne va pas chez le dentiste? Hein? Pourquoi il ne va pas chez le dentiste?
Le film a d'abord le titre La boîte d'allumettes et Yves Robert pense donner le rôle à Claude Rich. C'est Francis Weber qui va proposer Pierre Richard, que Robert accepte avec grand plaisir l'ayant produit sur le film Le Distrait, et de là va réécrire tout le film pour lui et en trouver le titre. Il jette du pain au canard. Oh merde. La boîte d'allumettes a été abandonnée très vite parce que j'ai écrit la première mouture du scénario tout seul et on est partis ensuite, tous les deux, je me rappelle. Je crois qu'on est allé du côté de Porquerolles ou de Porquerolles et il a adapté le film à sa façon. Gérard Majax, magicien bien connu de l'époque, sera les mains qui jouent avec les cartes durant le générique sous la musique de Vladimir Cosma et le film sera tourné essentiellement à Paris et sa région et l'appartement du colonel Toulouse a pour décor l'hôtel Hilton de l'avenue de Suffren, remarquable avec sa vue imprenable sur la tour Eiffel. Il a piégé votre appartement en plus. Les décors sont de Théobald Meurice, neveu du grand acteur Paul Meurice, et aura contribué à plusieurs grands films comme Banco à Bangkok pour OSS 117 d'André Hunebelle, La Grande Vadrouille de Gérard Houry, Playtime de Jacques Tati, Le Samouraï et le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry ou 2 heures moins le quart en Jésus-Christ de Jean-Yann, rien de moins là aussi. L'immeuble flambant neuf du Musée national des arts et traditions populaires sert de décor intérieur et extérieur pour le quartier général des services secrets français. Il y avait un grand noir à Orly. J'ai préféré un grand blond avec une chaussure noire à un grand noir avec un loden vert. Je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur le budget du film, mais il va être un gros succès en France avec plus de 3 millions d'entrées en 1972 malgré une rude concurrence et rentrera dans le top 10 de l'année. À l'international, le film est également très populaire avec 28,9 millions d'entrées en Russie, 3 millions en Allemagne et 1 million en Espagne, ce qui permettra à Yves Robert de renouer avec le succès après l'échec de Claire en Barre. François Perrin, 32 ans, célibataire. Catholique. Pratiquant. Homosexuel? Non. Le choix de Pierre Richard, malgré l'approbation du réalisateur et du scénariste, ne convaincra pas tout le monde pourtant. La Gaumont même pense que c'est une erreur et Yves Robert va devoir taper littéralement du poing pour imposer son choix. Il devra aussi se bagarrer pour Jean Carmé alors que la Gaumont veut Jean Lefebvre. C'est Maurice. Maurice. Son nom, François Perrin, dans le film sera réutilisé dans On aura tout vu, Le Jouet et La Chèvre de Francis Weber. Le personnage principal, François Pignon, sera ensuite porté par Pierre Richard dans les films du même réalisateur, Les Compères et les Fugitifs, et j'en passe. Pierre Richard et ses yeux bleus du distrait romantique qui fait des bulles et des joues involontairement en accumulant les gaffes et les chutes, comme lui seul sait le faire, tous les pièges des hauts dignitaires du renseignement français, c'est du bonheur, un réel plaisir à voir, un travail de professionnel et un jeu d'acteur incroyable qui, au comble de l'anxiété, accumule les bourdes face à une grâce sensuelle folle de Mireille d'Arc. Entre la cornemuse qui le frappe ou les cheveux de l'icône blonde coincés dans sa braguette. Ah, vous me tirez les cheveux. Non, ils sont coincés. C'est un peu Peter Sellers dans les WC du film de partie de Blake Edwards. Alors? Il n'y a rien à faire, c'est idiot. Mais je vais pas rester comme ça toute la nuit tout de même. Mais il faudrait une paire de ciseaux. Il n'apparaîtra qu'au bout de 14 minutes pour être après bien sûr tout le temps à l'écran, presque sur l'entièreté du métrage, même si l'on arrive à préférer quand même tous les autres personnages qui sont extrêmement drôles, du second rôle au tiers rôle, au tout petit rôle, bref tout le monde. Je suis un pauvre type. Je devais aller chez le dentiste à midi et je me suis dégonflé. Pourquoi? La trouille. Une des interprétations majeures du 7e art pour moi à la française et qui à elle seule saura susciter nombre de vocations. Il impressionne aussi bien par son sens du rythme que par la tendresse qui va se dégager de ses rêveries gaffeuses. Un cocktail qu'il aura l'occasion de jouer bien sûr à nouveau et très souvent sous la direction de Weber et avec la même identité de François Perrin ou Pignon dans La Chèvre ou les Fugitifs par exemple. Mais sa performance du Grand Blond reste probablement pour moi sa plus emblématique et sa plus parfaite, où pendant à peine 1 heure il ne cesse de virevolter avec grâce et gaucherie mêlée au rythme de la musique de Vladimir Cosma. Je peux rentrer. Oh.
Et pourtant, il le dira lui-même, après la première projection glaciale, j'ai dit à mes copains, je crois que j'ai fait mon dernier film, je suis mort cinématographiquement parlant. Heureusement, le succès sera au rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ce soir? Pour Christine, le premier choix de Robert sera Annie Dupéré, et c'est Alain Poiré qui va lui proposer de rencontrer Mireille d'Arc. Il y avait Jean Harlow et Karl Lombard qui avaient des dos. J'avais 16 ans. Je regardais ces femmes hyper désirables. Enlevez votre veste, vous serez mieux. J'ai chaud, je suis pas chaud. Et j'avais toujours eu envie de... Je voulais que ce soit Annie Dupéré. Et Poiret me dit, tu connais Mireille d'Arc? Déshabille-toi. Mais je... Oui, je l'ai vue, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien ce qu'elle fait, etc. Je vais te la faire rencontrer. Et puis elle m'a charmé, Mireille. C'est une femme épatante. James Bond Girl par excellence, superbe ici encore une fois, magnifique même, bref, j'ai bandé. Alain Delon donnera le petit coup de pouce à l'actrice pour qu'elle accepte, dont ses conseils sont importants pour elle. Mireille d'Arc confirme son statut de vedette, mais déçue de n'avoir que 8 jours de tournage, elle veut marquer le public et va alors se tourner vers son ami couturier français Guy Laroche. N'ayant pas de poitrine, elle lui demande de créer une robe noire en maille très moulante à manches longues, présentant à l'avant austère un long col moulé montant et à l'arrière un grand décolleté dorsal pigeonnant plongeant jusqu'à la naissance des fesses. Ça s'est bien passé, le concert? Pierrot dégustait Pierre Richard avec un bonheur formidable. Il me disait, oh la vache, dis donc. Mes amis viennent de partir. Cette robe dos nu indécente et très J'ai bandé Productions encore une fois conduit Yves Robert à réécrire la scène avec Weber pour mieux la mettre en valeur. Le réalisateur ne prévenant pas Pierre Richard et les techniciens de plateau que l'actrice porte une telle robe afin de préserver l'effet de surprise, notamment celle du comédien principal qui est visible à l'écran. En gros, il a bandé. C'est peut-être moi qui arrive trop tard. Pas du tout. Je vous attendais. Et même au maquillage, il s'est débrouillé pour qu'on ne se voit pas. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Mireille pour la première fois quand j'ai sonné, moteur, action, j'ai sonné devant une porte, la porte s'est ouverte et j'ai vu Mireille, qui m'a fait entrer, qui s'est retournée, et là... Oh. Pas là. Venez plutôt sur le canapé, vous serez mieux. La première vision que j'ai de Mireille, c'est d'abord ses yeux, et ensuite, excuse-moi, mais c'est l'arrêt de tes fesses. Et j'ai fait merci. Et après, j'ai dit à Yves, mais pourquoi tu... Et il me dit, parce que je voulais que ton premier regard sur elle, tu aies la surprise. Ça, pour la surprise, je l'ai eu. Ça vous ennuie si je retire mes bijoux? J'ai une journée crevante. Je voudrais me mettre à mon aise. Je me souviens d'une atmosphère de gens qui se sont arrêtés de travailler et de regards qui se sont vraiment focalisés. Oui. L'actrice refusera de se séparer de cette pièce lors d'une vente aux enchères, la retire de la vente et fait don de cette robe iconique appelée chair de fesse au musée des arts décoratifs et maintenant au Louvre. Comme j'ai très peu de poitrine, j'ai dit je vais pas me décolleter les seins, je vais essayer de décolleter un dos. Et puis petit à petit, on est arrivé à faire cette robe la plus indécente possible tout en étant très 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 belle. À tout de suite. Si vous avez soif, servez-vous. Et en fin de compte, elle a un peu comme la chaussure noire qui est restée. Et cette robe-là, souvent les gens, 20 ans plus tard, parlent de cette robe. Je l'ai donnée au Louvre. Tu l'as donnée? Je l'ai donnée au musée du Louvre. C'est pas vrai. Mais oui, pour pas qu'on la vende après ma mort. Ça me gêne, l'idée que quelqu'un va la reporter. Non, mais au Louvre, bravo. Il y a... Oui. L'actrice y est magnétique, un fantasme de gamin qui aujourd'hui encore, pendant que j'écris ces quelques lignes, en pensant à elle, dans cette robe, m'oblige à faire une pause de quelques minutes. Je reviens. Cette histoire va peut-être me coûter ma place. Vous allez me succéder à la tête du service, Bernard.
Le rôle de Toulouse, le chef des services secrets, est confié à Jean Rochefort, marquant ainsi la première collaboration de l'acteur avec le réalisateur et d'obtenir son premier succès en tant que tête d'affiche. Vous êtes bien nerveux, mon petit Bernard? Non, pas du tout, c'est que je ne vous avais pas entendu venir, monsieur. Eh bien, moi, la différence, c'est que je vous vois toujours venir. C'est aussi la voix de velours de Rochefort, son flegme, sa distance, sa classe, qui vient contraster avec le jeu de Pierre Richard. Il va devoir lutter pour le pouvoir au sein même de son agence, pas d'ennemis venant de l'Est donc, mais des méchants français de toutes parts, et il mange régulièrement avec sa maman. Vous ne finissez pas les poireaux, Louis? Non merci, maman. C'est un homme par contre implacable qui est prêt à sacrifier le Grand Blond. Le Grand Blond va se faire massacrer. Perdez cette habitude de discuter mes ordres, Perrache. Et regardez devant vous quand vous conduisez. Mais qui va se retrouver devoir le sauver. Comment ça, il tire la chasse d'eau? Non, je comprends bien, il y a sûrement une raison, mais pourquoi tire-t-il la chasse d'eau? Le rôle de Milan, son adjoint et rival, chef adjoint des services secrets, est confié à Bernard Blier, qui est habitué au rôle d'espion et a connu un bon nombre de succès, notamment avec Gaumont. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Un personnage drôle malgré lui, comme l'acteur savait les jouer, et il s'écrit à plusieurs reprises excédé « On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond », allusion à plusieurs autres films où Bernard Blier prononce la même phrase. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Monsieur. Acteur prolifique, sur une période de 50 ans, depuis les années 30 jusqu'aux années 1980, il joue dans près de 200 films. Il tourne avec nombre des plus éminents réalisateurs du XXe siècle français et aussi italiens. À partir des années 60, Blier interprète fréquemment des rôles dialogués par Michel Audiard, tels ceux du personnage de Raoul Wolfoni dans Les Tontons Flingueurs. Je suis le colonel Milan. Ou celui de Charles Le Picard dans Le Cave se rebiffe. Merci. Je vous en prie. Il va jouer également dans 3 longs métrages réalisés par son fils Bertrand Blier, parmi lesquels on peut noter surtout Buffet froid en 79. Le Grand Blond, qui est-ce? C'est un piège à con, monsieur. Ici, il est dévasté par les agissements du Grand Blond et c'est hilarant. Maurice est un pauvre type, il n'a que ce qu'il mérite. J'ai rêvé que tu m'arrachais mes vêtements. Le film permet aussi à Jean Carmé de lancer véritablement sa carrière cinématographique en Maurice Lefebvre, meilleur ami de Perrin, percussionniste de l'orchestre et cocu par son meilleur ami justement. Paulette, mais... Paulette, Il est complètement déphasé, en proie à des hallucinations sonores et visuelles pour lui, en suivant une camionnette qui diffuse en audio les ébats sexuels de sa femme avec Perrin, en pleine rue, lui sur son vélo, n'en croyant pas ses oreilles, devenant apathique et drôle, alors que les espions sont tout autour de lui, voire naviguant au milieu des cadavres. Il voit tout, les morts, les tueries, mais quand il revient, tout n'est qu'illusion puisque tout a disparu. Il n'en demeure pas moins un remarquable personnage de comédie et on l'adore. Michel. Paul Le Person, qui lui a déjà tourné sous la direction d'Yves Robert dans Alexandre le Bienheureux, une croisée Carmé et Richard justement, tient ici le rôle de Perrache, le fidèle assistant de Toulouse, qui incarne à lui seul avec un air de clown triste inoubliable toutes les contradictions absurdes des situations gouvernementales ici déployées. Oui, il y a eu un petit règlement de compte, mais je vous rassure tout de suite, le Grand Blond est sain et sauf. Le premier jour de tournage du Grand Blond. Premier jour... Première scène, une scène entre Bernard Blier, Jean Rochefort et puis moi. Moi, donc, la troisième roue du carrosse. Je croyais vous avoir dit d'éloigner Pousset et Chaperon. Et Yves Robert reprenait toujours les mêmes techniciens dans son équipe. Donc, je connaissais tout le monde, moi. Et Bernard Blier et Rochefort n'avaient jamais tourné avec Yves Robert avant. Ah bon? Ah ben, j'ai compris de travers alors. Et j'entends la voix de Blier. Je vous signale, monsieur Yves Robert, que monsieur Rochefort et moi, nous sommes prêts. Nous n'attendons plus que monsieur Le Person. Premier jour, première prise. Hein. Je rentre dans mes traces à la craie. Et je regarde Blier, je lui dis, je vous signale, monsieur Blier, que monsieur Yves Robert, qui n'est quand même pas un crétin, il juge les comédiens au rush.
Je leur ai demandé de resserrer leur surveillance, au contraire. Vous avez effectivement compris de travers. Éclat de rire général, parce que tout le monde était pour moi, hein, tout le monde disait rit aussi. On tourne cette séquence et on va s'asseoir dans la pièce à côté à attendre la suivante. Et là, Bernard Blier vient s'asseoir à côté de moi et il me dit « Oh Paul, j'ai une affaire formidable pour avoir des bons Bordeaux. » Je dis « Ça ne m'intéressait pas. Je me sers chez Nicolas. » Ah, je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas vous froisser. C'est lui qui va désobéir à Toulouse afin de sauver le Grand Blond en danger de mort, refusant de le sacrifier, l'ayant choisi. Il débute réellement au cinéma avec La vie de château de Jean-Paul Rapneau et Un homme et une femme de Claude Lelouch. J'avais seulement à cœur de protéger un innocent. Par la suite, plusieurs réalisateurs l'engagent dans des films comme Yves Robert, qui devient son ami, et Paul Le Person, joué tantôt dans des comédies, tantôt dans des films sombres ou dramatiques, et va alterner avec professionnalisme le cinéma, le théâtre et la télévision. Faut prendre une décision, Paulette. Ça n'est plus possible. Paulette Lefebvre, épouse de Maurice et maîtresse de Perrin, harpiste de l'orchestre et interprétée par Colette Castel. Elle a joué dans de nombreux films et a travaillé notamment avec René Clair, René Clément, Henri-Georges Clouzot et Yves Robert. Ici, elle est la femme de Maurice, couche avec François, donc son meilleur ami, et devra accepter de le laisser partir sans comprendre qu'il est déjà avec une autre femme, Christine. Chérie. Allez, au revoir, Paulette. Maurice! Elle aura une vie de cinéma et de théâtre. Il est crevé. Ou il a mal revissé sa valve. Tu crois? Dans les seconds rôles, on retrouve Poussé, l'agent de Toulouse, ou Tueur plus exactement, interprété par Jean Saudré, une vraie gueule de cinéma. Depuis son plus jeune âge, passionné de théâtre, il intégrera le théâtre amateur de Bordeaux. Après avoir quitté sa ville natale, il monte à Paris. Je suis le colonel Milan, l'adjoint de votre chef de service. Pardon, monsieur. Beaucoup de théâtre donc, puis le cinéma l'appelle, notamment Jeff, réalisé par Jean Herman, Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert, Le Grand Blond, avec une chaussure noire donc, d'Yves Robert. Ça y est, il baise. On l'appelle Catastrophe de Richard Balducci, Corentin de Jean Marbeuf, et nombre de séries pour la télévision comme Chéri Bibi, Les Brigades du Tigre, Les Faucheurs de Marguerite et Vidocq. Pourtant, aucun de nos correspondants aux États-Unis ne le connaît. Mais évidemment, c'est un super agent qui travaille en solo. Robert Castel, en Gurgu, agent de Milan. Ou il a des boyaux poreux. Maurice Barrier, en Chaperon, agent de Toulouse, des fameux seconds couteaux du cinéma français. Et même le magicien Gérard Magex, qui manipule les cartes durant le générique du film, joue un espion dans l'appartement de Perrin. A essayé d'ouvrir les coffres avec ses clés et ses doigts de magicien. Comme Robert Dalban aussi, en agent de Milan, ce seront des hommes de main dans les scènes drôles et peu de dialogue. Même Yves Robert joue le chef d'orchestre énervé contre un Perrin en retard qui merde sa partition. Pour les fausses notes, mais il y en a là tout le temps. Ouais. Vladimir Cosma est un des compositeurs les plus prolifiques et talentueux du cinéma et de la télévision. Mais comme il le dit lui-même, ça a été la musique qui l'a propulsé sur le devant de la scène puisque cela a eu un succès extraordinaire. Elle est très particulière à ses yeux car elle condense sa conception du rôle de la musique par rapport à l'image. Sur le script de la scène où Pierre Richard arrivant à Orly, il était indiqué un pastiche de musique de James Bond. Cosma contacte Yves Robert pour lui communiquer ses réticences à composer un pastiche. Dans Le Grand Blond, avec Yves Robert, on a dit, bon, ben, malheureusement, on doit quitter cette couleur qui est la couleur de Pierre Richard pour autre chose. D'ailleurs, dans son scénario initial, Yves Robert me parlait dans Le Grand Blond, il écrivait à l'apparition de Pierre Richard à l'aéroport, tout ça, où il était, on le prenait pour un espion, etc. Bon, l'idée, c'était de faire un pastiche de musique de James Bond. C'était ça ce qui était marqué dans le scénario.
Robert est de suite emballé par l'idée et Cosma raconte « Il m'a permis de faire cette musique avec flûte de pan en soliste et un cembalum qui l'accompagne et c'était une couleur qu'on n'avait jamais utilisée au cinéma. C'était un vrai grand succès musical. » On n'a plus l'âge. Vladimir Cosma va devenir un spécialiste des comédies au succès populaire certains, dont Gérard Houry, Yves Robert, Francis Weber ont tous fait appel à ses services pour signer les bandes originales de leurs films respectifs, que ce soit encore une fois Alexandre le Bienheureux, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'Emmerdeur, Un éléphant ça trompe énormément ou Le Dîner de cons. Ce trio de cinéastes concentre en effet à lui seul les plus grandes comédies à succès des années 60 et 90. Pas bouger. L'auteur-compositeur va donc éviter l'écueil de la musique parodique, comme le film, et il va donc utiliser une flûte de pan interprétée ici par l'un de ses maîtres en la matière, Georges Zamfir, et un cymbalum joué par Paul Stinga. Le thème du générique d'ouverture restera dans les annales de la musique de film français, magistral, jovial et d'une virtuosité peu commune, où le compositeur va mêler exotisme et comédie. D'un lyrisme bienvenu sur d'autres morceaux, mesuré sur d'autres, endiablé et élégante sur l'ensemble, la musique du Grand Blond et ses variations du thème restera à jamais comme une des musiques qu'il ne faut et que l'on ne peut oublier. Un peu de jazz pour la séduction François Christine et une ironie savoureuse au piano ou trompette nous donnent de bons moments. Tout d'un coup, je me suis dit, bon ben, en fait, un espion n'est pas forcément James Bond ou n'est pas forcément anglo-saxon. On peut imaginer un espion qui vient du froid, qui vient de Russie ou de Roumanie ou d'un pays que je connais bien et dont je connais les instruments. Et pourquoi ne pas prendre une couleur de ces pays-là, la flûte de pan, qui était un instrument qu'on n'avait jamais utilisé en France depuis plus d'un siècle, et le cymbalum, tout ça, des instruments inconnus. Pierre Richard et Vladimir Cosma s'étaient déjà rencontrés sur le distrait avec son thème magnifique. Seulement 17 minutes de musique, comme quoi le peu n'est pas l'ennemi du bien, et une musique qui sera souvent couplée avec le second opus, Le Retour du Grand Blond, dès 1992 en CD. Dans les musiques de films, le compositeur évoque aussi la musique tzigane de la Roumanie, son pays natal, et installe dans son œuvre la conviction selon laquelle chacun de ses films peut reposer sur une couleur musicale particulière, notamment un instrument atypique, au-delà de la classique différence des thèmes musicaux. Eh, monsieur! Lors de la projection d'un premier montage, Francis Weber va détester cette musique, lui semblant inappropriée et trop présente, redondante et annihilant tout effet comique. Yves Robert, lui, et le producteur Alain Poiré passent outre son avis et conservent la musique telle qu'elle, qui finira par être un succès, contribuant aussi à celui du film. Et Weber va engager Cosma pour la plupart de ses films en tant que réalisateur, comme quoi il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Cosma nous ravira dans Rabbi Jacob, L'aile ou la cuisse, La chèvre, Sam et Sally, Médecin de nuit, La Boum et recevra 2 Césars pour Diva de Jean-Jacques Benex et Le bal d'Ettore Scola. Petit bonus humoristique dans le concert qui est dirigé donc par Yves Robert dans le film, la symphonie numéro 40 de Mozart. Pierre Richard y est premier violon et manque son entrée en observant Maurice et finit par casser une corde de son instrument. Le motif de 3 notes est poursuivi en attendant son intervention sur les regards désespérés d'Yves Robert. En réalité, la symphonie ne comporte pas de passage de violon solo, l'exécution aurait donc pu se poursuivre. Par ailleurs, Paulette Lefebvre, harpiste, et Maurice Lefebvre, timbalier, interviennent dans cette scène. Or, la partition de cette symphonie ne comprend pas de partie de harpe ni de percussion. Bruno Communal, grand blond avec un livre noir, vous délivre quelques secrets dans son très bon livre sur la musique de film, dont vous avez le lien dans la description de la vidéo. Fais le cheval. Hein? Si, fais le cheval. Le
Le Grand Blond avec une chaussure noire fait incontestablement partie des films de notre patrimoine. Un film du dimanche après-midi, persuadé que nous serons de passer de toute façon un bon moment grâce à la rencontre de deux hommes talentueux, Yves Robert et Francis Weber. Une alchimie complète dont le film en est la quintessence cinématographique et qui, dès les premières notes du générique, nous font sourire pour le plaisir que l'on sait d'y retrouver une histoire et des personnages fantastiques. Un piège à con ironique et humoristique, mais aussi une terrible allégorie de l'irrespect et de la liberté individuelle. Un remake américain de 1985, L'homme à la chaussure rouge de Stan Dragotti, avec Tom Hanks et Dabney Coleman, sortira sans aucun intérêt. Le Grand Blond avec une chaussure noire, c'est une accumulation de scènes cultes, scène après scène. Ça respire le bonheur cinéphile entre la mise en scène, la narration, cette musique et des acteurs qui s'en donnent à cœur joie. Paulette couche avec un fleuriste. Je les ai surpris à l'instant dans une camionnette de livraison. À voir et à revoir inlassablement, un classique instantané où le cinéma français fonctionne grâce à une paire de chaussures dépareillées, une idée redoutable de simplicité qui inscrit le film au panthéon des comédies françaises. Et pourtant, une première fin plus sinistre avait été envisagée où Perrin y était fusillé à l'aéroport, tandis que Perrache sauvait Milan, lui avouait son homosexualité et s'envolait avec lui. J'étais vautré sur les plantes vertes. Ils se disaient des horreurs. Entre. Cela aurait sans doute peu plu au public et nous n'aurions pas eu de suite. Bref, un vrai chef-d'œuvre, un film irremplaçable et une note au niveau, un beau 8/6, pour un film qui aura constitué pour moi mon amour pour l'espionnage, même humoristique, un vrai film, un grand film. Christine. Oui, Tu es bien? je serais mieux dans tes bras. Tu m'aimes? N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses. Vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner si vous le voulez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications aussi. À bientôt pour du lourd, bye bye. Après tout, il se débrouille pas si mal, ce garçon.